Le regard d'Hertha m'enveloppe, empli d'un magnétisme qui me trouble. Adossée au mur, assise jambes croisées sur la banquette qui court le long de la table et du mur submergé de livres, perdue dans un océan de coussins, elle est si menue qu'on dirait presque une enfant. Immobile, plongé dans une muette observation, il en émane une force étrange, un effacement et une nervosité contrôlée, quelque chose d'indompté et d'indomptable, de sauvage. Elle m'intrigue autant qu'elle provoque mes sens, les mettant en alerte sur le mode prudence. Je l'imagine dans un prétoire, sa toge noire d'avocate accentuant son apparente vulnérabilité. Elle doit posséder un redoutable talent oratoire. Il y a de la tragédie chez elle, de celle qui vous hante et vous dévore. Elle repousse son assiette, fléchit à demi les bras, coude posé sur la table et entrecroise ses doigts. Puisque nous sommes tous réunis, j'aimerais vous livrer quelques-unes de mes réflexions. Non, non, continuez à déguster cet excellent repas. Écouter n'a jamais empêché quiconque de manger. Tout d'abord, je voudrais remercier Catherine et Nathan pour leur chaleureuse et généreuse hospitalité. Je suis très heureuse de ces 3 jours. J'ai appris comment on peut être futile agréablement en France dans une maison merveilleuse, discuter de tout et de rien, avoir des opinions arrêtées, penser que c'est légitime et fécond. Nous sommes dans un endroit magique. Il y a une convivialité, il y a une bonne table, il n'y a pas de micro, pas d'espion, pas de prison, il n'y a pas de risque. Votre grande liberté, du moins en France, c'est de pouvoir cultiver l'art de l'inutile sans qu'il y ait de conséquences. D'être pendu, comme en Iran, lynché, comme en Arabie Saoudite, ou arrêté, torturé sans savoir pourquoi, et mourir ou disparaître, comme actuellement en Turquie. Je viens d'un pays déchiré, un pays de sueur, un pays de foutre, un pays de douleur, un pays de toutes les trahisons et violences, un pays oublié. Dans mon pays, on ne mange pas, on ne pense pas, on ne fait que souffrir, on est occupé à survivre, on ne fait qu'attendre. Que croyez-vous que me dirait la grande majorité des Haïtiens si je leur racontais le modif ? Tu te moques de nous ? Cette table opulente, cette sécurité, cette générosité, c'est pas vrai. Tu nous racontes des conneries, ça n'existe pas. Des gens ne peuvent pas passer 3 jours dans un endroit comme ça. Ils font pas la queue, il y a de l'eau, ils ont pas de manque. Si je leur répondais, mais si, bien sûr qu'ils en ont. Ils ne le comprendraient pas, et ce serait les offenser. Elle semble hésiter, nous regarde souriante et songeuse à la fois, puis reprend. Alors je leur mentirai. Je leur dirai que non, que tout va bien. Je ne leur expliquerai pas que vous soignez votre apparence pour consoler votre intérieur. Quand je dis vous, je pense à tous les Occidentaux qui ont le ventre plein et ne cessent de se plaindre. À force d'être privilégiés, vous finissez par vivre dans les marges. Cela posé, puisque nous sommes entre nous, permettez-moi de vous dire que je vous trouve quand même assez gonflé, ajouta-t-elle avec son accent légèrement traînant, d'exiger de Charles qu'il s'explique sur pourquoi il est philosophe. Faites-vous de même avec votre garagiste, votre boucher, votre femme de ménage ou votre boulanger ? Un médecin, et pourquoi t'es médecin ? Un curé, pourquoi t'es curé ? J'ai été élevée avec l'idée qu'il faut prendre soin de l'autre. Mon père me répétait souvent « Hertha, sois utile aux autres ». C'était sa prière quotidienne. L'as-tu été aujourd'hui, ma fille ? Vous auriez Jung en face de vous. Est-ce qu'il a été utile ? Ne fut-il pas un coupeur de cheveux en 4 ? Et dans ma profession en tant qu'avocate, je ne vous raconte pas ce qu'on me dit. Un métier de pute. Et ce, bien que je consacre mon temps et mes efforts pour défendre bon nombre de personnes différentes, souvent fauchées, notamment celles et ceux que j'appelle les circonstances atténuantes. Très nombreuses sur mon île. Elle ferme un instant les yeux, saisie d'une tristesse passagère. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec les idées qu'il défend, reprend-elle, ce que fait Charles est salutaire. J'ai choisi d'être avocate parce que je veux donner la parole à celui qui ne peut se défendre, et de même, il peut avoir envie de donner la parole à ceux qui veulent comprendre. Il met en place des idées, et à sa manière, il cherche. Ou alors il faut aller dans l'extrême. Rien ne sert à grand-chose. À quoi sert un écrivain ? Personne ne connaît les écrivains haïtiens. Bien que tout ce qu'ils ont dit et écrit m'intéresse diversement, il n'empêche qu'ils sont constructifs de ce que je suis. Je suis également amoureuse de la France, de sa culture, de cette possibilité qu'il y a de discuter, de ne pas être d'accord sans risquer sa peau. Dans mon pays, ça n'existe pas, et en tant que femme, c'est pire. Elle s'immobilise, noue ses cheveux longs en chignon et reprend son souffle. Excusez-moi,
l'habitude de faire des plaidoiries et je ne voudrais pas. Ne te préoccupe pas, Hertha. Si cela nous incommodait, on te l'aurait gentiment fait comprendre, lui dit Catherine. Regarde, nous avons suivi ton conseil et avons tout mangé avec appétit. Continue, je te prie. Tu fais bien de nous rappeler certaines choses. Merci, Catherine. Me voici rassurée. Je continue donc. Que fais-tu dans la vie? C'est la première sommation d'approche que l'on pose à n'importe qui. Moi, je lui préfère celle-ci. Qui es-tu? Vous voulez tout savoir du philosophe Montbrisson au détriment de l'individu. Charles, de la même façon que vous appelez gentiment François. C'est quand même dingue que Charles soit régulièrement envoyé à l'abattoir de l'intelligentsia médiatique ou qui se prétend comme tel sans que cela fasse frémir personne. Pourtant, on ne peut nier que par ce qu'il fait, ses livres, ses conférences, ses émissions de radio, il donne un accès à la philosophie. C'est vraiment se foutre de la gueule des gens que de présumer qu'ils sont incapables de prendre à leur mesure ce qu'il leur propose. Il leur offre une curiosité, celle par exemple de lire des auteurs dont ils parlent et qu'ils n'ont jamais lus. Il leur met le pied à l'étrier pour réfléchir plus profondément sur des points qu'il a soulevés et non pas se contenter d'approuver bêtement un sorbonnard sous prétexte qu'il a 28 diplômes. Il leur redonne le plaisir de l'écoute. Il n'est pas là, et pas plus que n'importe qui, pour faire quelque chose de parfait. Elle s'arrête un instant et se tourne vers Marianne. Personne ne bouge. Sa voix est vibrante. Nous sommes tous suspendus à ses lèvres, médusés. Même moi, peut-être parce que j'ai l'impression qu'elle parle de quelqu'un d'autre que moi. Toi, Marianne, bien que ton prétexte soit un peu court, tu enlèves toute validité suite à une mauvaise expérience avec un professeur. Comment réagirais-tu si quelqu'un te lançait à la figure que, n'aimant pas la musique, il n'y voit que nuisance et que l'on a plus besoin d'infirmières que de chanteuses d'opéra? Imaginez, je déteste la musique classique et l'opéra. Et si je rencontre quelqu'un qui sait m'initier, je n'écouterai plus Schumann ou Caruso de la même manière. Cet art aborde tellement de choses de l'humain, l'amour, la douleur, la mort, qu'en y étant initié, je deviendrai capable d'en percevoir ce que je n'en voyais pas avant. Oui, il y a certainement plein d'aspects que l'on peut critiquer chez Charles. Mais laissons ses lecteurs et ses auditeurs se faire leur propre opinion. Que dit un maître à l'initié? Surtout dépasse-moi, surtout critique-moi, surtout prends-toi en charge, surtout deviens toi-même amateur d'opéra ou philosophe. Le jugement que tu auras, et je dis bien celui que tu auras toi, et non pas celui que j'en t'enseigne, sera le seul valable parce que le tien. Charles n'interdit à personne de se faire sa propre opinion.